Allez, on va visiter le studio La Menuiserie. C'est Rémi qui me guide, le fondateur du studio, avec sa compagne Mylène, mais qu'on ne voit pas dans la vidéo. Donc c'est un studio qui est sorti en 2021 de terre, c'est à Noisy-le-Sec. C'est orienté autour des musiques acoustiques, il y a beaucoup de jazz, de classique, de blues qui est fait là-bas, des musiques à l'image aussi. Mais ils font évidemment des instruments électriques aussi. Mais le principe de ce studio, c'est d'avoir une très belle acoustique, une très belle cabine de prise. Et Rémi savait très bien ce qu'il voulait, donc c'est ça qui est super intéressant dans cette vidéo, c'est voir un peu l'approche de Rémi, de l'acoustique, de la performance, du rôle de l'ingé son, du rôle du musicien dans un studio, etc. C'est passionnant, donc je suis hyper content moi de vous faire visiter ce studio. Et en plus c'est hyper joli, c'est conçu par Red House, donc évidemment il y a ce petit côté esthétique qu'on aime beaucoup dans les cabines Red House, donc on leur fait coucou d'ailleurs parce que c'est un énième studio tour qui montre une cabine Red House, et ce sera pas la dernière. Allez, avant qu'on commence, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et aller bien sûr sur mes pages Insta, Facebook et TikTok pour du contenu exclusif. Et n'hésitez pas à me contacter pour vos besoins en mastering, je fais l'essai gratuit. Donc vous m'envoyez le morceau, je vous renvoie un extrait masterisé. Pour ce faire, vous m'envoyez un message sur Insta ou par mail. Il y a l'email qui apparaît dans ma bio YouTube ou avec le Linktree qui est en lien dans la description. Allez, sans plus attendre, je vous laisse à la découverte du studio La Menuiserie. Alors ici on est chez nous, au studio La Menuiserie, qui est un studio qui existe depuis 2 ans maintenant, un studio familial, qu'on a construit en transformant une ancienne menuiserie qui était ici auparavant, et qu'on a totalement réaménagé pour en faire un studio d'enregistrement. On va visiter la control room si tu veux. Donc cette control room est organisée autour d'une console Nive 8232 qui est là depuis les débuts du studio, et on est sur une écoute Adam S3V. Voilà. En complément de la console 8232, on a aussi une console AMEC BC3 qui a été un peu customisé, voire beaucoup customisé, qui nous sert beaucoup pour les préamplis. Voilà, tout ça est organisé autour d'un patch en FRB où il y a un peu toutes les lignes qui viennent s'interconnecter, et voilà, et faire vivre le studio. Tu te sers du coup comment de cette console plutôt que l'autre? Dans quel cas tu vas utiliser l'une ou l'autre? La AMEC ou la Nive? Ça dépend un peu du type de musique que je vais enregistrer, ça dépend des besoins qu'on va avoir. En termes de mixage notamment, parce que cette console elle peut faire jusqu'à 4 pistes, mais en vrai j'utilise que pour la stéréo. Tout ce qui va être mixage multicanal 5.1, je vais pas l'utiliser en mixage. Je vais l'utiliser en mixage sur des projets stéréo qui appellent un peu cette couleur Nive, qui est très chaleureuse, enfin, tout ce qu'on peut retrouver derrière le son Nive, hein. Donc chaleur, épaisseur, grain, des EQ à tomber par terre. À chaque fois que tu fais un EQ, t'as l'impression que c'est mieux qu'avant. Ce qui est dangereux, non? Ce qui est très dangereux, ouais, parce qu'en fait, il faut quand même se contrôler un peu. Et au début, quand tu l'as eu, est-ce que t'en faisais trop, peut-être? Alors, moi je suis plutôt partisan d'en faire moins que plus. Je suis souvent à faire pas mal de choses, et puis en fait, au fur et à mesure des réécoutes, enlever des traitements pour épurer. Mais ça dépend vraiment, pour revenir à ta question, ça dépend vraiment du type de musique que je vais enregistrer. Donc cette console-là, elle a ce caractère-là, très terrien, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure de la cuisine au beurre. C'est-à-dire que c'est très bon, il faut pas en abuser. Ok. Et on va avoir son pendant, qui va du coup être donc, cette autre console qui est plus petite, la BC3, qui a 10 ans plus récente, parce que celle-ci elle est de 96 et l'autre est de 86. Ok, et là plus clean du coup. Et là, elle est plus clean et surtout, elle est plus précise, je dirais. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même un peu la même typologie. Il y a quand même Rupert Neve derrière qui s'est occupé d'une partie des préampes. En tout cas, les schémas sont signés Rupert Neve. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Mais qui me donne un côté plus présent, plus solide. La console, ouais, elle a été restaurée. J'ai passé un temps assez important à la recaper, à changer. Il y avait tout un tas de problèmes. Il y avait des switches qui avaient besoin d'être un peu rafraîchis. Il y a tout un tas de problèmes qui faisaient que c'était une console qui avait beaucoup de diaphonie, qui avait de la distorsion, qui était pas bien. Et en faisant la restauration, c'est devenu quelque chose de vraiment... je m'en sers à quasiment toutes les prods, je me sers de cette console. Ok, c'est un peu tes préampes par défaut du coup?
Pas par défaut, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'on enregistre. Si je veux enregistrer quelque chose où j'ai besoin de présence et de sentir les musiciens proches de moi, avec beaucoup de détails, sans jamais être agressif, je vais aller déjà sur cette console-là. Ok. Tu utilises les EQ un peu? Non. Quasiment pas. Elles sonnent bien, mais j'en ai pas le besoin. Donc je les utilise en mix, mais je les utilise pas à la prise. Je pourrais, hein, parce qu'en fait, les sorties directes, elles sont après les Q, donc il suffit de les engager, et voilà. Et du coup, la particularité encore de cette console, c'est que c'est une 16 voix sur laquelle j'ai mis... il y avait la possibilité en option de mettre des transfos Landal. Du coup, les 8 premières voix, j'ai équipé en transfo Landal, et les 8 dernières voix, je les ai laissées avec il y avait un Thor à la place. Et donc du coup ça me donne 2 couleurs légèrement différentes, c'est pas le jour et la nuit, mais celle avec le transfo a un tout petit peu plus de poids, a un tout petit peu plus d'harmonique et de grain. Et les autres sont un tout petit peu plus clean, un tout petit peu plus aérés, et sur les choses où j'aurais besoin de plus d'espace, je vais peut-être aller plus là-dessus. Et sur les choses où j'ai besoin de plus de poids, je vais aller plus sur les premières tranches qui ont des transfos. Voilà, après il y a d'autres choses, hein, Ouais, t'as une belle collection de préamps. Bah, j'ai des choses un peu variées. Après, on en veut toujours plus. Mais pour l'instant, donc j'ai un Manley Force qui est complémentaire, je trouve, parce que tout en étant pas trop coloré, il amène un tout petit peu de soyeux dans l'aigu notamment, tout en conservant un grave qui est très tight, je trouve, qui est très tendu et du coup qui est super pour tout ce qui est grosse caisse claire, instruments qui ont besoin justement d'avoir ce grave qui baffe pas trop, tout en ayant une belle couleur. Là, je fais par exemple une guitare électrique avec ça, un U87 dedans, c'était juste super bien. Le couplage U87 Manley, ça marche vraiment super bien. Et en plus, les DI, elles sont mortelles. C'est sûr que tu rentres une basse là-dedans, c'est vraiment très bien. Ok. À côté, on a des choses un peu plus... Donc là, c'est plus rare. Ouais, alors le Nagra 4.2, ça vient du temps où je faisais pas mal de prises de son radio en mono. Il date de 72 celui-là, et c'est une couleur, on va dire très Radio France, mais c'est un grain qui est super beau, qui est super joli, qui est super... c'est à la fois défini et doux. T'as jamais un pet de souffle. C'est clean, mais il y a quand même une petite couleur, il y a quand même ce petit côté vintage qui fait que je vais l'utiliser sur, par exemple, des voix où j'ai besoin d'avoir cette couleur-là, où on ressent ce besoin d'avoir cette couleur-là. Ça va vraiment être une démarche d'aller chercher ce préamp-là. Et encore plus l'autre. Alors l'autre, ouais. C'est rarissime. Bah, c'est un proto, donc en fait, je pense pas qu'il y en ait d'autres. C'est un proto de Mix 7 Nagra, mais de la génération d'avant le Nagra 4, le Nagra 3, qui est donc basé sur les transistors au germanium, des transformateurs d'époque, qui est un peu le précurseur des mixettes type BMT3 qui accompagnaient le Nagra 3 et voilà. Donc c'est 4 canaux qui se somment en mono, bien évidemment, donc j'en utilise que un à la fois, sauf si je veux faire des mélanges. Et c'est un grain assez incroyable. C'est-à-dire que vraiment, dans le grave notamment, tu as quelque chose qui se passe que je peux pas avoir aucun autre des périphériques et que je peux pas avoir en plugin, même avec des plugins avancés comme les plugins Acoustica Audio ou des choses comme ça. Ouais. On parle de la cabine ? Alors, donc cette cabine, comme le reste du studio, ça a été dessiné par Red House. Ce que je voulais, moi, ici, c'était quelque chose qui soit bien évidemment une control room, donc neutre, et pouvoir être le plus précis possible sur le son qu'on travaille ici. Et en même temps, j'aime bien être dans un environnement qui soit pas complètement mat. D'où la présence de pas mal de bois. Exactement. Une des idées un peu que j'ai eu tout du long de la conception et que j'ai partagé avec les gens qui nous ont accompagnés, c'était que j'avais vraiment envie qu'on se sente à l'aise, à la fois dans la control room, sur le plateau, dans les différents endroits, parce que quand on est à l'aise, on travaille mieux, tout simplement. Et moi, j'ai jamais été vraiment à l'aise dans les endroits trop mat. Donc l'idée, c'était ça, c'était d'avoir quelque chose qui soit maîtrisé, mais vivant. Et donc, toute la partie avant est absorbée et latée. Voilà, les lattes, on les voit pas parce qu'elles sont derrière du tissu tendu. Donc elles sont là, derrière le tissu blanc. Exactement.
Ouais, c'est laté suivant des séquences pseudo-aléatoires, il me semble. Ça faudrait voir avec les acousticiens, afin de ne pas privilégier certaines fréquences, mais voilà. Et donc ensuite, t'as différentes couches avec différentes densités. Et derrière, là, on est au moins sur 50 cm, voire plus. Avec différentes laines de différentes laines de différentes densités à différents endroits. Et puis sur les côtés, des lattes. Alors sur les côtés, t'as des lattes avec un rôle particulier. Exactement, en fait. La question c'était de savoir comment on gérait, il me semble, il faudrait voir avec les acousticiens sur leur contrôle, mais comment on gérait les réflexions qui allaient se produire dans cette zone-là. C'est-à-dire en gros ce qui part sur les côtés par rapport aux enceintes, et qui s'est souvent absorbé. Et là, l'idée c'était, au lieu de les absorber, de les renvoyer dans une zone qui n'est pas notre zone d'écoute, qui va être plus là, où là ça va être diffusé par tout l'espace là qui est prévu pour ça. Et moi je trouve ça assez agréable en termes de largeur stéréo, je trouve que ça fonctionne très bien. Ouais, c'est assez vivant comme écoute. Du peu que j'ai écouté en tout cas. Ouais, voilà, on se sent pas trop... Et puis là, quand on parle, c'est agréable, quoi. J'ai l'impression. Super. Maintenant, je suis habitué ici, donc c'est aussi un peu délicat d'avoir un retour critique, mais en tout cas, je suis très content de la façon dont ça sonne, de la compatibilité aussi, qui m'intéresse énormément, bien évidemment, de la transportabilité des mix que je fais ici, ailleurs, soit dans des studios de mastering, soit dans des audits de cinéma, qui pour le coup ont une écoute complètement différente. Parce que quand on fait de la musique de film ici, on mixe donc en 5.1, et ensuite ces mix sont envoyés en audit de mixage cinéma, et moi ce qui m'importait c'était que ce qu'on fasse ici, on retrouve les mêmes sensations et les mêmes équilibres qu'on peut avoir dans une salle ou dans un audit de mix, quoi. Voilà. Bien que ça soit une conception radicalement différente. Que dire de plus sur l'acoustique ici ? Le plafond. En fait, c'est plein de dalles, et derrière ces dalles, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Donc ça a été dessiné, encore une fois, par les acousticiens de Red House. Il y a soit rien, donc de l'air, soit il y a carrément pas de dalles. C'est là où je me suis permis de mettre des lumières. Soit il y a 3 couches de rock-sol, soit il y a une couche de rock-mur, enfin il y a en gros différentes densités, différentes épaisseurs de laine pour traiter les différents points de résonance à différents endroits du studio. Et à cet endroit-là, il y a 2 diffuseurs QRD qui sont calculés par rapport à cette surface relativement plane de la console, en fait. Ok. Casser les réflexions qui se passent à cet endroit-là. À l'arrière, du coup, tu as donc une zone qui est plus vivante. Je sais pas si ça s'entend au micro. On est dans une zone qui est un peu plus diffuse, où par contre, on a cherché à absorber vraiment l'arrière, et notamment, tu as derrière ça, en fait, là, c'est du tissu, et derrière, tu as tout un système de membrane qui absorbe les fréquences de résonance, la fréquence de résonance du studio, enfin de la cabine, là-dessus. Plus du bass trapping, plus voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries et que Red House va pas m'en vouloir, mais je crois que c'est à peu près ça qu'on a interprété. Allez. Alors donc, si tu veux, on passe au plateau. Ouais. Donc ici c'est le plateau principal, voilà. On a cherché à cet endroit-là à avoir une acoustique modulable qui aille de quelque chose de très vivant. Je sais pas si on l'entend là, mais il y a du bois partout, c'est très diffusé. On a un son de room, voilà. Donc il va être plutôt agréable pour le piano, plutôt agréable pour les cordes. Enregistrer des cordes violoncelle, quatuor, tout ça, moi je trouve que eux à la fois ils sont confort parce qu'ils sont pas dans quelque chose de trop mat, et en même temps moi je suis bien parce que du coup je peux vraiment travailler ce son. En m'éloignant un petit peu, j'ai quand même de la densité, j'ai quand même un son qui fusionne bien. Et en même temps, en fait, on peut tout à fait moduler cette acoustique en ouvrant ou refermant tous ces panneaux. Il y a 4 triangles comme ça, où en fait, d'un côté, on est sur quelque chose diffusé, et là, on est sur quelque chose qui absorbe beaucoup plus. Donc voilà, on peut en ouvrir un, on peut en ouvrir un deuxième ici. Alors, il y en a 4 en tout. Voilà, donc... voilà. Voilà. Et ça, c'est pareil, quand t'es pas menuisier, ça a pris un certain temps et il faut la foi un peu quand même. Mais voilà, mais au final, on est content parce que ça fait ce pourquoi on s'est un peu pris la tête. On a au sol toujours du chêne,
Au mur, c'est un bois qui s'appelle le Kumaru, qui est un bois qui est très dense. Et voilà, qu'on a alterné donc avec du chêne, avec un vieux hêtre, là, qui est là, un tronc d'arbre, qu'on a été chercher dans les Vosges, dans la forêt. Une connaissance garde forestier qui nous a donné ce tronc. Et donc, que dire de plus sur cette acoustique? Il y a le plafond aussi qui est un peu particulier. Donc, il a une forme biscornue pour optimiser au maximum les réflexions qui vont se passer dans le médium aigu. Mais par contre, dans tout ce qui va être grave, en fait, il va se comporter en résonateur. Mais résonateur Helmholtz, qui va absorber ce grave? Si je ne me trompe pas, ouais, c'est un résonateur d'Helmholtz qui est calculé sur les fréquences fondamentales graves, sur les modes propres de la salle, en fait. Et donc, il y a 16 000 trous au plafond, qu'on ne voit pas parce que c'est enveloppé de tissu. Je te montrerai les photos de la charpente qu'on a dû faire pour ça, parce que moi j'ai passé quasiment un mois à construire avec des tasseaux et tout ça, tous ces angles. Enfin, ouais, c'était tout un délire, qui ne se voit pas au final. Mais bon, ça c'est comme ça. Ce plafond permet d'avoir une réponse très maîtrisée dans le grave. Et en effet, les contrebasses, tout le registre grave du piano et tout ça, ça se passe vraiment très bien ici. Les grosses caisses, ça se passe vraiment très bien. Et on est très content de la façon dont ça sonne dans le grave. Voilà. Si on a besoin d'isoler certains instruments, on a 2 panneaux qui se dédoublent là. Des gobos faits maison, mais tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais là, tu peux du coup, si tu veux, hop, avec ces portes-là, justement, faire une porte. Et du coup, là, t'as une cabine pour mettre chanteur, contrebasse, faut que je l'agrandisse un petit peu. Enfin voilà, il peut y avoir plein de différents instrumentistes qui vont être ici, où ça va à la fois être beaucoup plus mat ici, pour moi, que si j'étais tout ouvert, et en même temps, j'ai une protection par rapport au son de piano qui arrive, qui est parfois nécessaire quand les deux instruments sont pas du tout de la même puissance et qu'on a envie qu'ils sonnent de la même puissance. Voilà, donc là, tu as du versta deep silence, différents types de laines sur le devant et le dehors, une âme en contreplaqué renforcée, voilà. On parle du piano ? On parle du piano si tu veux. C'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici aussi, c'est quand même... Souvent les gens aiment bien le piano et c'est vrai que c'est un piano, on va se faire de la pub, mais c'est un piano que j'aime beaucoup. Enfin vraiment, en plus il a une histoire, il a un son, donc c'est quoi déjà? C'est un piano Steinway B 211 qui a la particularité de dater de 1976, donc c'est un piano Hambourg, parce qu'il y a Hambourg et New York, de 1976, sauf que quand on l'a acheté il y a quelques années, en fait, il avait quasiment pas été joué. Donc en fait, il était neuf de 76. C'est un concours de circonstances. La personne qui s'occupe du piano, de l'entretien du piano, qui s'appelle Jean-Michel Dodon, a trouvé ce piano à expertiser et m'a appelé, sachant que je cherchais un piano. Et voilà. Et il l'a pris, lui, ensuite 1 an dans son atelier pour refaire entièrement la mécanique qui, elle, s'était un tout petit peu grippée avec le temps. Voilà. Donc une mécanique entièrement neuve Steinway, et une sonorité qui est extrêmement chaleureuse, boisée, et qui se marie super bien, je trouve, avec l'acoustique du lieu. Donc je vais pas en jouer parce que je suis complètement naze au piano, mais en tout cas à chaque fois je suis ravi. Tu peux nous jouer un accord quand même. Oui, je peux te jouer un accord si tu veux. Voilà, tu joues mieux quoi. Voilà, et pourquoi il a un câble électrique ce piano? Pourquoi il a un câble électrique? Parce qu'en fait il est équipé d'un système d'amp chaser. Il a été équipé dès qu'il est arrivé au studio, sur les conseils du coup de la personne qui s'occupe de l'entretien du piano. C'est un système d'hygrométrie du piano, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir d'eau en dessous qu'on remplit à peu près tous les mois, mais ça dépend un peu de l'hygrométrie de la pièce, qui permet en fait d'assécher légèrement la table quand c'est trop humide et d'humidifier légèrement la table quand c'est trop sec. Donc tu contrôles l'humidité de ton piano? On contrôle l'hygrométrie du piano comme ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de variations de l'instrument, et il y a beaucoup moins de variations d'accords. L'accord, il est beaucoup plus stable. Alors, il a été accordé, normalement, il est accordé à chaque séance, le piano, pour être sûr qu'il bouge pas, mais l'accord tient très bien. L'accord tient très bien. Le piano, du coup, ça le protège, puisqu'en fait, il n'y a pas de variation d'hygrométrie. En même temps, ici, il fait toujours plus ou moins 19-20 degrés, parce qu'on est semi-enterré, il y a une ventilation, mais on est tellement isolé que, même en été, pendant la canicule, si on fait pas rentrer la chaleur, on est tranquille, ici, il n'y a pas de problème. Donc ici, les pianistes sont les bienvenus. Ah, ici, les pianistes sont les très bienvenus.
Et les pianistes, ce qu'on fait souvent, c'est des trios de jazz, donc piano, contrebasse et batterie dans la cabine qui est au-dessus de la régie, qui a une vue panoramique sur le plateau. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais voilà, donc c'est une grande baie vitrée et qui permet de voir tout ce qui se passe au plateau, et au plateau de voir tout ce qui se passe dans cette cabine. On fait souvent contrebasse, par exemple derrière les panneaux, que ce soit là ou là, voilà, piano. On peut mettre un autre panneau avec un saxophone, avec une guitare, et puis batterie là-haut. On va voir en haut ? Ouais, si tu veux. Donc on est un peu sur la même idée, c'est-à-dire avoir quelque chose de quand même un peu vivant, mais on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus mat ici. C'est laté avec de l'absorbant en arrière. On a un plafond qui fait des vagues comme ça. Merci Red House, c'était un plaisir à construire ça. Non mais ça sonne super, donc je suis très content. Mais voilà, avec différents écartements, voilà, pour à chaque fois casser les angles. Et toujours sur du Kumaru et du chêne au sol. On est toujours sur donc une cabine qui va être beaucoup plus mate, et en même temps avec un petit peu de brillance dans l'aigu, un petit peu de vie, et du coup les batteurs aiment bien parce que ça, d'un point de vue les pots réagissent bien, je trouve, ici. Et les cymbales sont denses sans être sans être trop claquantes, parce que les réflexions sont présentes mais pas trop directes, elles sont éclatées un peu dans tous les sens. Donc il y a toujours cette volonté dans les pièces de contrôler le bas et diffuser vraiment de manière homogène. Ouais, moi c'est ce que je cherche, d'avoir un bas qui soit contrôlé, d'avoir un bas qui soit solide, avec une belle assise bien définie, et en même temps de laisser de la vie à tout ce qui est aigu, avoir une toute petite longueur sur le haut médium et l'aigu, pour que à la fois que l'expérience du musicien quand il joue ici, il se sente pas trop déboussolé, pas trop perturbé en fait, parce qu'on est rarement à jouer dans des endroits qui sont complètement mat. Alors il y a des gens qui sont tout à fait habitués, mais c'est pas un truc très naturel. Moi j'aime bien les endroits où il y a un petit peu de vie, j'aime bien enregistrer ailleurs, dans des endroits où même on joue avec la reverb et tout ça. Bon là c'est pas le propos ici, mais c'est l'idée quand même, c'est-à-dire que pour moi l'acoustique elle fait vraiment partie de ce que je veux enregistrer. En fait, il y a dans mon schéma un peu de prise de son, pour moi il y a d'abord la musique, le musicien, l'instrument, l'acoustique, et après vient le placement du micro et le choix du micro. Si tous ces trucs-là sont pas alignés d'abord, j'aurai pas ce que je veux dans mon micro. Et ça peut paraître tout à fait trivial en fait, mais avant d'aller choisir le micro, ou même le positionnement du micro, ou le nombre de micros, c'est de faire en sorte de trouver la position dans laquelle le musicien dans la pièce est bien. Alors ici, c'est pas la position, il n'y a pas 36 positions, mais en bas, de trouver ça, de chercher avec les panneaux, savoir comment acoustiquement on se débrouille pour faire en sorte qu'on entende ce qu'on veut entendre, et qu'on soit équilibré sur les équilibres, et que eux soient bien, parce que si eux ils sont bien à jouer, la prise de son après elle va être ça va être un bonheur quoi. Alors que s'il y a un problème, on va sans cesse à la prise de son essayer de corriger quelque chose qu'on peut pas corriger. Si c'est un problème de musique, c'est pas nous avec nos outils qui allons pouvoir vraiment corriger ça. Donc la performance avant tout. Exactement. La performance musicale, ouais, le fait que les musiciens soient dans l'état d'esprit et soient dans les bonnes conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ok, et ces acoustiques, du coup, ça y participe. C'est à pondérer par le type de musique que tu fais, mais complètement. Pour moi, ça y participe vraiment. Il y a souvent, même où on enregistre en casque. Alors, si t'as besoin de t'entendre de là à là, t'es obligé de mettre un casque. Mais en bas, un coup sur deux, on est sans casque parce que les musiciens s'entendent eux-mêmes entre eux très bien. Et s'ils s'entendent très bien entre eux, c'est que c'est gagné pour nous. Parce qu'en fait, ça veut dire que les équilibres et les nuances, elles sont gérées déjà, que c'est eux qui les font, et que du coup, nous, si on suit ces nuances, on sera toujours dans la musique. Et bien sûr, après, notre travail, c'est de réussir à les capter au plus juste, et à faire en sorte de pas trahir ça, justement, de pas mettre un truc très fort alors qu'ils l'ont joué très piano, ou inversement. Mais si eux s'entendent bien, et si eux sont à l'aise à jouer, non seulement ils vont peut-être être plus inspirés, mais en plus, nous, ce qu'on va capter, ça va être quelque chose qui va être déjà cohérent, déjà beau, en fait. Non pas que je souhaite qu'on fasse le moins de choses possible, mais il y a des choses qui sont mieux réussies si c'est les musiciens qui les font que si c'est nous. Bien sûr. En tant qu'ingé son.
Et c'est aussi pour ça que je cherche à avoir de la lumière du jour dans toutes les pièces. Et donc là, on a une visibilité du coup en bas. Ouais. Donc typiquement, tu peux mettre un batteur ici. Un batteur, un guitariste. Donc t'as une petite cabine là-bas pour mettre les amplis, c'est ça? On vient se brancher là, ou alors on vient se brancher en bas et avec des systèmes de reamping et tout ça, on peut aller dans cette petite cabine. On va mettre ça, on va mettre les micros et on ferme. Et en fait, on a un son d'ampli en direct, isolé du reste des musiciens. Est-ce que tu nous parles de tes micros? Un peu représentatif de ce qu'on a ici. Alors il y a plusieurs côtés, parce qu'en fait je fais à la fois de la musique acoustique, en même temps des choses un peu plus classiques, en gros des choses où on cherche un peu de couleur et des choses où on en cherche moins. Forcément on a une paire de d'Omni, des MK2 H de chez Shops. Parce qu'en fait les Omni, je trouve que ça nous amène dans les mix une largeur, une définition de l'espace que je peux pas avoir autrement, en fait. Alors ça va ramener beaucoup de pièces, mais ça, on a essayé justement de faire en sorte que le son de la pièce soit un son qu'on aime bien et qui soit quelque chose qu'on cherche. Donc typiquement, là, quand tu as utilisé sur le duo basse-batterie, guitare-batterie, ouais. C'était entre les deux pour avoir un son global, c'est ça? En fait, ouais, j'avais un côté de la pièce, ma batterie, qui faisait face à la guitare. Alors, c'est des instruments qui ont pas le même niveau sonore, mais c'est des musiciens très forts et qui se sont bien écoutés et qui font des dynamiques qui font que ça marche. Donc encore une fois, là, voilà, c'est eux qui ont résolu le problème de prise de son par leur nuance, par leur écoute et par le fait qu'ils jouaient super bien et voilà, qui fait que la prise de son peut fonctionner. Voilà. Et donc du coup, typiquement j'avais des micros sur la guitare, j'avais des micros sur la batterie, prise normale, voilà, des overheads, des micros sur les toms, voilà. Mais j'avais ça entre les deux. Ok. Et sans dire que dans le mix, au final, j'ai pas encore choisi si ça allait être mon point de départ, si ça allait être ma perspective principale. Parce que c'est toujours une histoire aussi en construction de prise de son. Moi, je le pense aussi en termes de quel point de vue on écoute les musiciens. Quel est notre point d'écoute, en fait. Comment on rentre dans la musique, à quel endroit on se place. Qu'il soit un point réel dans la pièce, on s'assied à un endroit, et on écoute, et on veut entendre les choses depuis cette perspective-là, ou que ce soit quelque chose qu'on reconstruit complètement, parce que les musiciens n'ont pas enregistré ensemble, ou ils n'étaient pas dans la même pièce, ou voilà, pour plein de raisons. Mais d'essayer de trouver toujours une perspective, en fait. Comment on construit nos plans, comment ces plans s'articulent musicalement, voilà. Ok. Notre micro? Exactement. Donc ça me permet ça. Là, c'est une acquisition que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps, donc je les ai juste testés sur 2 projets, dont celui-là, et j'en suis très très content. C'est un petit coffret qui a été fait par Microphone Part et Roswell Audio. C'est un coffret qui est vraiment adapté à la batterie. Donc en fait, t'as un micro qui est spécial grosse caisse. Pourquoi il est spécial grosse caisse? Donc déjà, il a une capsule qui marche très bien avec la grosse caisse, qui est une capsule de type K47, qui est la capsule qu'équipe les U47 FET par exemple, avec un circuit qui est optimisé pour obtenir la réponse la plus définie sur ce type d'instrument-là. Et en quoi il t'aide, celui-là? Alors, en fait, celui-là, il m'aide dans le fait que j'ai pas besoin de mettre ni de pad, ni d'atténuateur pour avoir le niveau correct. Et ça m'arrange parce qu'en fait, les pads, ça colore toujours le son. Il y a toujours une différence entre le son de quelque chose qui est padé et un micro qui est pas padé. Le pad change le son des micros, notamment parce qu'il introduit un autre condensateur la plupart du temps entre la capsule et le circuit du micro, ce qui change la fréquence de résonance de ce circuit en fait. Le circuit micro, c'est un circuit résonant. Du coup, ça change la nature du son. La plupart du temps, c'est super bien. J'avais envie d'essayer de quelque chose optimisé, qui soit vraiment dans la dynamique, dans la gamme de dynamique d'une grosse caisse. Ok. Voilà. Même idée en fait pour ces micros qui sont pensés pour la caisse claire, mais qui peuvent être utilisés sur plein d'autres sources en fait. J'ai pas encore fait trop de tests, savoir si ça m'intéressait de garder ces capsules hypercardio, mais très bien. donc ça c'est un petit kit intéressant. Et après des choses un peu plus curieuses, là on a un truc qui est intéressant, on en a une paire au studio, Neumann U77.
donc fin des années 60. C'est sorti à peu près en même temps que les premières versions du U87, mais c'est légèrement différent, c'est même assez différent. Puisque, en fait, on n'est pas sur la même capsule que le 87, on est sur plutôt la même capsule que le U67. Et on est, par contre, complètement à transistor, sans transformateur. Et du coup, c'est un son qui est à la fois très chaleureux, très plein, très, très doux, que tu peux avoir dans le U67, et en même temps, parce que t'as pas de transfo, t'as pas de lampe, en fait, ça donne un son que moi je qualifierais, alors c'est très difficile à qualifier le son, mais je qualifierais ce son de liquide. T'as des médiums qui sont liquides un peu, tu vois. C'est à la fois défini et pas du tout agresse, il n'y a pas de point d'agressivité du tout. Ça n'a rien à voir avec les TLM par exemple. Les TLM qui sont des Neumann sans transfo. Je vais sortir le U87 quand je veux avoir quelque chose de tenu dans le grave, défini, assez présent. Et cela, je vais aller chercher quelque chose de plus soyeux ou de plus rond, de plus souple, en fait, de plus souple. Je pense que c'est ça le terme. Le U87 est plus tendu et celui-là est plus souple. Et après, des curiosités. Celle-là est de moins en moins parce que c'est de plus en plus la mode maintenant, mais pendant tout un moment, j'en fais toujours, mais j'ai moins le temps, je faisais des micros. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher je vais essayer de faire le micro qui me convient le mieux pour tel type de situation, tel type de prise. Et donc, on a commencé à faire des C12. Et puis, j'ai poursuivi un peu plus loin en m'éloignant complètement des kits pour faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé, où on est sur un micro là complètement point à point, donc avec une capsule de chez Tim Campbell. Et ensuite, à l'intérieur, on est sur quelque chose qui est vraiment fait point à point, avec un transfo qui rentre pile poil, qui a été fait sur mesure par Marik de chez Samar Audio, avec que des composants que j'ai choisis, qui me permettent de sculpter le son déjà à la prise, quoi, d'avoir le micro qui me donne la matière que je veux, voilà, la matière que je veux entendre à cet endroit-là de la pièce devant tel instrument qui sonne comme ça, voilà. Donc ça c'est ton C12. Ça c'est le C12 que j'ai fait entièrement, voilà. Alors, je peux pas dire que je suis 100% à l'origine du truc. Déjà, c'est un circuit qui existe déjà depuis très longtemps, qui a été fait par AKG, qui a été fait par plein d'autres gens qui ont fait des clones. Mais ça, c'est pas vraiment un clone. Et c'est très inspiré, mais voilà, le transfo est quand même plus gros, il est plus généreux dans les basses. L'alimentation aussi, elle a été complètement, je vais pas te l'ouvrir parce que c'est un peu, voilà, mais elle a été, enfin voilà, j'ai fait des petites optimisations. Voilà, merci pour ce tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Que je suis très content de partager ça, parce que ça a été, c'est toujours une aventure, mais ça a été un vrai parcours du combattant de monter cette structure. On a fait ça en famille, avec mon père, mon beau-père, ma femme, ma belle-mère, ma mère, enfin tout ça. Même ma fille est venue passer des câbles. Ma fille, quand elle avait 3 ans, elle est venue passer les multipaires. Je poussais et elle tirait, ou l'inverse, dans le studio. Donc ça a vraiment été une aventure avec plein de doutes, avec plein de moments où ça va pas, des moments où ça va super, et des moments, voilà, comme dans plein de projets, je pense. Et quand, au final, t'as des musiciens qui jouent et que ça fonctionne et qu'ils sont contents, c'est là où tu te dis, ouais, en fait, ça y est, c'est vivant, quoi. Ça existe et c'est vivant en soi. Il se passe des choses, voilà. Et on espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir continuer à avoir des musiciens qui aiment venir ici, qui jouent et qu'ils aiment repartir avec leur musique telle qu'ils l'entendent. C'est que ça soit un lieu de rencontre, d'échange et de musique surtout. Super. Merci. Je t'en prie. À la prochaine. Merci.